Bien, Vladimir va vous expliquer ses mésaventures de voyage, puisque c'est le sujet. C'est extraordinaire. J'ai dû jouer russe, parce qu'autrement, si je n'étais pas russe, je ne serais pas venu. Ils ont laissé passer parce que je suis russe. Oui. C'est comme ça. C'est comme Et ça. voilà. Ils m'ont dit, ah oui, oui, RT, RT, RT. Oui, oui, bloqué. Bloqué. Donc, bloqué. Excusez-nous pour ce contretemps. Oui. Mais j'ai un meublé, tu vois. Le génie à meubler. Donc je pense que c'était intéressant aussi. En tout cas, merci beaucoup à Eugène Berg. Et vous regardez. Donc, Vladimir nous fait l'amitié de venir. Nous le remercions encore une fois. On s'était entendu qu'on allait parler, puisque nos sujets étaient les voyages. Évidemment, Vladimir peut vous parler de n'importe quoi, parce que vous avez vu l'étendue du nombre de livres qu'il a publiés. 30, hein 30. Non, 42e. Sorry. Je sorti 42. La manipulation de l'information, c'est un des plus récents. 42e livre. Mais le prochain, ce sera le roman vrai de Dr Zhivago. Oui, mais ce sera 43e livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très touché que tu m'as invité, franchement, parce que je suis fier toujours d'être à côté de toi. Et surtout que Gênes, il nous a fait une sorte de prélude. Et le fait qu'on parle de voyage dans la réalité. Dans la réalité, c'est une chose, et tu as choisi le symbole. Saint-Pétersbourg, c'est un symbole de l'affinité qui existait entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. On disait une fenêtre ouverte vers l'Europe. Mais c'est pour une autre raison, mon cher, que je suis fier d'être à côté de toi, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous assistons à une époque bizarre. Pour être franc, j'ai parlé tout à l'heure avec les gens qui m'ont laissé passer. RT. Et ça, et c'est pour ça qu'ils m'ont laissé. Vous savez, il s'agit, quand il a construit Saint-Pétersbourg, tu te souviens, avec tes ancêtres, tes ancêtres. Et quand Pierre le Grand a construit Saint-Pétersbourg, en réalité, il a fouetté la Russie pour se rapprocher de l'Europe. Il a créé une sorte de magie. Qui peut nier que Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, tous les ballets russes, il y a un éditeur qui voudrait faire, je ne sais pas s'il est présent ici, c'est un symbole d'européanité. Les ballets russes, Diaghilev, Nijinsky, j'en passe, c'est les meilleurs. Et aujourd'hui, on assiste à une chose contraire. Dans la réalité, il y a un danger de rupture définitive entre l'Europe et la Russie. Je vais parler sous ton contrôle. À mon avis, l'élite russe aujourd'hui, vous avez les meilleurs avec vous, ne veut plus l'Europe. Vous comprenez? Elle est très sceptique envers ce qui se passe en Europe. C'est pas Poutine, c'est l'élite russe et l'opinion publique. Vous comprenez? Et ça, c'est une désolation pour moi. En réalité, il y a beaucoup de bêtises dans ce monde, mais parmi les bêtises, il y a les bêtises parfois diplomatiques. Moi, j'étais diplomate pendant de longues années. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'idiotie diplomatique. Tu sais? Et de l'idiotie tout court aussi, d'ailleurs. L'idiotie diplomatique, c'est quelque chose de très important dans la réalité. Et aujourd'hui, quand je parle avec l'élite, les successeurs possibles, Poutine commence... Dans la réalité, les Russes, non. L'Europe est en train de s'islamiser. Elle a trahi ses valeurs. Et ils ne veulent plus. Et ça, c'est une grande désolation. Pourquoi il faut parler de Saint-Pétersbourg? Parce que Saint-Pétersbourg, c'est plutôt dans le sens contraire. Tu comprends? On a fouetté et on a créé l'affinité qu'on ne peut pas nier. Parce que pour moi, comme pour toi, Balzac, ça fait partie de notre patrimoine, Stendhal, etc. Et quand je parle, je vais faire, pour te dire, la comédie musicale Anna Karenine,
Mais Anna Karenine, quand je parle dans le monde entier, les gens savent comment se séparer. C'est la meilleure histoire d'amour qui fait ça. Mais structurellement parlant, dans la réalité, structurellement parlant, il y a la magie de Saint-Pétersbourg qui dure. C'est la magie de la création. J'adore raconter Saint-Pétersbourg. Si tu veux que je te raconte Saint-Pétersbourg du 18e, c'est extraordinaire. Mais on s'est entendu là-dessus. Attends, tu sais... Il y a au moins 5 livres sur Saint-Pétersbourg. Oui, bien sûr. Tu as raison, parce que c'est ma passion. Franchement, ça m'a changé la vie, parce que tu ne connais pas. Mais j'ai fait, il y a des années, un livre qui était vendu 1 million d'exemplaires dans le monde. Et moi, je suis 1 million. Ça s'appelait Le roman de Saint-Pétersbourg. Ça m'a changé la vie, évidemment, je suis très touché par ça. Mais j'adore raconter le 18e parce qu'il y avait 5 femmes qui ont régné à Saint-Pétersbourg. Et il y avait, on peut parler de Catherine, parce que, tu sais, je vais te dire, sur la Russie, les gens aiment raconter des fantasmes. Ce n'est pas la réalité qui est intéressante pour eux. Et parmi les fantasmes, il y a Catherine, que j'aime beaucoup, parce que Catherine, c'est ma copine. Catherine II. Ça fait partie des Catherine, fantasmes. évidemment, Catherine II. Et les Français, quand je parle, ils pensent que c'est une croqueuse d'hommes, mangeuse d'hommes. C'est une erreur capitale. Catherine, elle a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. Vous comprenez? Et ça, c'est les choses, évidemment. Et elle a créé la magie de ça. Mais Elisabeth, avec Rastrelli, il y avait une histoire, je n'ai pas le temps de vous raconter, il y a une sorte d'Artagnan de Saint-Pétersbourg qui était d'origine française, qui a fait tous les coups d'État du XVIIIe siècle. Lestock, il s'appelait. C'est un joueur, tout ça. Et ils ont... Pierre le Grand, il a fondé Saint-Pétersbourg. Mais après, il fallait remplir ses palais par la magie. Et là, c'était extraordinaire. Elisabeth, quand il a donné la carte blanche à Rastrelli, mais quand je réfléchis, je parle avec les gens des États-Unis, il y a l'Américain d'aujourd'hui. Les Américains, ils crachent sur la Russie tout le temps. Mais lui, c'est un président de la bibliothèque du Congrès, directeur de la bibliothèque du Congrès. Il a dit, vous savez, Vladimir, Rastrelli, c'est le plus grand architecte du monde. Ça aurait dû produire un kitsch, mais la magie de Saint-Pétersbourg, il a réuni le classicisme, il a réuni le baroque, il a réuni les coupoles de Novgorod, il a mélangé, et ça aurait dû donner un kitsch, et ça a donné la magie de Saint-Pétersbourg. Et puis, évidemment, mes amis, parce que vous savez, Catherine II, elle a joué un rôle historique. Elisabeth, Pierre le Grand fonde. Elisabeth crée la magie architecturale. Mais le remplissage vraiment des palais, c'est quand même l'affinité extraordinaire qui existait entre l'homme de sa vie, qui était un grand collectionneur. Tu connais Potiomkin, extraordinaire, l'homme, le poète, diplomate, un grand chef de guerre, création de la Crimée d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est Potiomkin. Absolument. Et les Potiomkin, et là, l'autre jour, j'ai feuilleté, parce que j'ai les lettres de Catherine que j'ai gardées, et dans les lettres, elle a dit, c'est pour les dames qui assistent, elle disait, les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Et elle a rencontré l'homme de sa vie à 44 ans. 44 ans. Vous comprenez? Pour être précis, tu connais, elle avait une grande... Les films avec Romy Schneider, surtout avec Marlène Dietrich, l'impératrice rouge. Quand il a fait le coup d'État, sous l'instigation d'un Français, s'il vous plaît, parce que là, elle passe à travers les ovations de la garde impériale, elle passe et après, il se retourne. Qui est-ce? C'est rien du tout, c'est un lieutenant Potiomkin. Elle dit, il est trop beau pour être lieutenant. Quand le nom capitaine, il se retourne encore. Et il oublie. Et après, il écrit dans sa lettre, en français, s'il vous plaît,
Elle écrit « Et j'ai décidé de renvoyer la monnaie de sa pièce ». Tu sais, elle a placé son amant qui était légèrement volage, Orlov, vous connaissez, en haut de l'escalier que vous connaissez tous à l'Ermitage, quand vous entrez dans l'Ermitage, en haut de l'escalier, il vient, il ne sait pas pourquoi elle est venue. Il fait tout enflammé, les cris. Mon comte, en s'adressant à Orlov, quoi de neuf au palais? L'autre, il fait quelques pas, rien. Je descends, vous montez. Il monte pour créer les collections, parce que c'est une collection avisée. Au fait, j'aime beaucoup décrire les égéries, tu sais, les inspiratrices. Oui, tout à fait. Il y a une inversion. Dans la réalité, égérie de Potiomkin, au masculin cette fois-ci, c'était Potiomkin. Potiomkin, il a inspiré tout ce qu'on a connu. Il a partagé, franchement, il préférait les steppes parfumées du sud, l'Ukraine, la Crimée, etc. Mais ils ont fait un travail considérable pour créer ce grand musée, le plus grand musée du monde quand même. L'Ermitage, un autre symbole de européanité de la Russie. Et puis, il y a un brin personnel. Vous savez, c'est Catherine et Potiomkin qui ont installé les premiers chats de l'Ermitage. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quand il y avait désespoir, rien, il y avait toujours, ils ont donné à bouffer pour les chats. Un petit rouble par-ci, un petit... Dans les pires moments post-communistes, il n'y a rien à bouffer. Les chats de l'Ermitage. Franchement, ils ont installé la hiérarchie. Ça m'arrive de temps à l'autre d'être seul à l'Ermitage. C'est extraordinaire parce qu'il y a les chats aristocrates qui se baladent. Il y a les chats qui travaillent dans la cave. Mais c'est Catherine, elle a fait venir de Kazan les chats, au fait légèrement persans, mais en tout cas, ça c'est les chats extraordinaires aristocrates. Et après les chats de vraiment plus banals, mais j'aime beaucoup les chats banals aussi. L'ennui, voilà. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui leur rapportent des chats maintenant, et ils en ont quelquefois un peu trop, quoi. Bien sûr, mais enfin quand même, tout ça c'est les choses. Et puis, en France, sur Potiomkin, justement, pour revenir à Potiomkin, les gens souvent ils parlent des villages Potemkin. Alors ça, c'est des conneries, à quel point c'est des conneries, justement. Vous savez, je vais te dire, le problème là-dedans, qu'on construit, vous savez, depuis beaucoup d'années, on construit, dans la réalité, je vais te dire, on construit l'image qui n'a jamais existé. Moi, j'ai eu un copain, tu connais, Volkov, c'était mon copain. Bien sûr, oui. Et il a fait une étude spéciale. Vous savez, c'est un grand écrivain, hein, vraiment. Peut-être vous avez le retournement, peut-être formidable. Et sur la manipulation, pas mal aussi, hein. Oui, bien sûr, on était vraiment copains. Et il a fait l'étude sur Potiomkin et il a prouvé scientifiquement, et je le cite toujours, que le village de Potiomkin, c'était une invention. C'est-à-dire, il retapait légèrement quand Catherine venait nettoyer. Et après, il y a un biographe allemand, il faut dire, de Potiomkin, qui a inventé Potiomkin. Et maintenant, si je ne dis pas, comme aux États-Unis, je rentre des États-Unis, si j'étais à CNN, si je ne dis pas que Trump est un agent de Poutine, je suis foutu. Je ne peux pas repasser à CNN, je t'assure. C'est-à-dire, tu dois raconter les choses. Et les trucs Potiomkin, si je dis que ça n'a jamais en réalité existé, c'est devenu une sorte de cliché. Comme cuirassé Potiomkin, néanmoins, c'était un homme vigoureux, un amant extraordinaire, le poète, le grand chef de guerre, le diplomate. Extraordinaire, ça c'est... Catherine, c'est à l'infini. Mais il faut dire, maintenant je vais faire quand même, comme tu sais bien, j'aime beaucoup raconter Saint-Pétersbourg, je vais faire un livre maintenant au temps d'Anna Karenine pour accompagner ma comédie musicale qui sera présentée dans le monde entier. Donc ça serait le truc. Et Anna Karenine, c'est le 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est quand même l'âge d'or de la civilisation russe. Pour ma part, je considère franchement que
la fin du 19e et le début du 20e, c'est le summum de la civilisation russe. Mais c'est appelé l'âge d'argent. Les deux, tu comprends? Les deux, parce que j'ai une grande faiblesse. J'ai beaucoup travaillé toujours sur Diaghilev, sur les ballets russes. Je considère que l'âge d'argent, et puis, tu comprends, quelles dames, les égéries, quels peintres. On sous-estime, on parle Kandinsky, on parle Malevich, mais on sous-estime Larionov, on sous-estime Goncharov. C'est vraiment les grands, c'est les choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire, il faut, à mon sens, on ne peut pas séparer l'âge d'or et l'âge d'argent. Mais quand même, la Russie est apparue en Occident. La Russie s'est imposée en Occident pour à un moment tout à fait précis. Dans la réalité, ce n'est pas même guerre et paix. C'est Anna Karénine qui a imposé la Russie comme... Parce que quand ils ont lu, franchement, quand je réfléchis sur Anna Karénine, Tolstoï qui était... en Tolstoï, vous connaissez, il y avait deux personnages complètement contradictoires. Il y avait un doctrinaire et il y avait l'artiste. Et quand il a voulu écrire Anna Karénine, il voulait la dénigrer. C'est une femme amorale, elle couche avec un homme, tout ça. Mais Tolstoï était un chaman. Et c'était plus fort que lui. Et il a créé Anna Karénine. C'était un génie artistique. Évidemment, quand vous parlez de cette époque d'Anna Karénine, vous êtes ébloui. Et Anna Karénine est devenue le symbole. On dit l'amour coupable. Pas du tout. C'est un symbole de l'amour et de cette civilisation extraordinaire. Parce que, tu sais, il ne faut pas sous-estimer l'arrogance occidentale. Parce que quand il revient, pas tous, mais quand même, arrogance existe. Mais Anna Karénine, elle a tenu, ça c'est la magie. Il était chaman, il a transformé Anna Karénine en personnage absolument inoubliable et aussi un symbole de suicide russe. Parce que symbole, depuis toujours, j'ai pensé que il était, comme c'était un chaman, il était prémonitoire. Moi, j'ai pensé que le suicide d'Anna Karénine, c'est prémonitoire par rapport à ce qui va se passer 40 ans plus tard avec la révolution russe. Et c'est toujours le train. Le train, c'est un symbole de modernité. Le train amène Lénine, vous savez, avec l'argent allemand, comme vous le savez bien, le wagon blindé. Il y a le train Trotsky, train diabolique avec ces trucs-là. Pendant la guerre civile. Avec ils ont rien que leur déguisement, avec tu sais, avec toujours noir, les vis de cuir noir, tout ça, c'était. Et tout ça, c'est quand on regarde, finalement, pour moi, c'était une prémonition de suicide de civilisation russe. J'espère pas définitif, parce que nous existons et vous existez, mais quand même une sorte de suicide qui existait à partir de cette... Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est le hasard. Platonov décrit tout un peuple qui se suicide. Évidemment, mais tu sais, détrompe-toi. Tout à l'heure, j'ai parlé avec les gens sur le pont. Moi, je suis persuadé que la France est en train de se suicider. Détrompe-toi. C'est les choses comme ça. Et quand on a... Ça ne devait pas se passer comme ça. S'il a écouté un autre copain à moi, Rasputin, parce que Rasputin, début août, il écrit cette lettre extraordinaire, diplomatique, le seul contre tous. Quand c'est l'essence, il a dit « calmez-vous ». Bon, il a tutoyé. Si tu entres dans la guerre, c'est foutu. La Russie ne se relèvera pas. Les fleuves de sang, il parlait de ça. Si la Russie n'entre pas dans la Première Guerre mondiale, sans aucun enjeu politique, elle a sauvé 2 fois la France, mon cher ami. 2 fois. Elle a sauvé à la bataille de Marne au mépris des intérêts nationaux russes. La France était sauvée par les Russes. Paris aurait dû prendre... Et puis, ça je raconte dans le roman Vrai de la manipulation,
vous savez que finalement, c'est Staline qui a imposé De Gaulle à la table de la victoire. Les Américains ne voulaient pas du tout. Du tout. Oui. Il y avait toute une histoire, un espion arménien. Non, mais Roosevelt n'aimait pas De Gaulle en plus. Non, ça c'est toute une histoire. Si vous voulez que je vous raconte ça un jour, sinon vous pouvez lire dans le roman Vrai de la manipulation, un des plus grands espions du XXe siècle. Vous savez, il a piqué la lettre de la mère de Gaulle avant la guerre, et pour persuader Staline, parce qu'il a fait un truc absolument structuré, comment la France peut redevenir la grande puissance, mais comment convaincre Staline? Et au début, il a mis cette lettre. Et dans cette lettre, De Gaulle dit les Anglais, les Polonais, mais seul salut pour la grandeur française, c'est l'alliance entre la France combattante et la Russie combattante. Et ça, c'est les gens. Hier, j'ai dîné avec le fils de Pompidou. Franchement, les gens qui savent, évidemment, ils sont conscients de tout ça. Et tout ça, c'est l'esprit de Saint-Pétersbourg. Rien n'est perdu. Tu comprends? Si on continue à raconter nos histoires de Saint-Pétersbourg, et peut-être d'Anna Karenine, peut-être il y aura un retour d'âge et il n'y aura pas de rupture définitive entre la France et la Russie. En tout cas, oui, c'est un des éléments importants, justement. Alors, sur Saint-Pétersbourg, juste, bon, on va... Tout ce que tu veux. Oui, tu écris pas mal sur Alexandre Ier. Bon. Mais Alexandre Ier, alors ça, là, je fais du Fédorovski un peu. Hein. Il y a quand même un autre aspect, c'est que dans l'histoire russe, vous savez, quelquefois, il y a des images que des personnages historiques qui sont, si on les regarde de plus près, quelque peu abîmés. Et c'est le cas de Paul Ier. De Paul Ier. Or, Paul Ier pour la France, ce n'est pas rien. C'est que c'est un francophile. Bien sûr. Il était proche de Napoléon. Mais tu comprends, proche de Napoléon. Je vais te dire, le problème là-dedans, de cette époque, je vais te dire où il y a le problème réel. Le problème, elle est écrasée par un personnage qui n'a rien à voir avec la politique, mais elle a beaucoup avec la poésie. Elle est écrasée par Pouchkine. On ne dit pas l'époque Alexandre Ier, on dit l'époque de Pouchkine. Parce que Pouchkine, tandis que Alexandre, c'était... Tout d'abord, il y avait une certaine tête, il était francophile, tout ça, ça mérite les rapports. Mais Paul Ier encore plus. Peut-être, mais tu comprends, moi j'ai beaucoup, il y a des gens qui sont inconditionnels de Paul Ier. Moi je ne suis pas, tu comprends, je suis plus traditionnel quand même, parce que l'époque de l'épanouissement de la Russie, c'est la venue des Russes à Paris, et puis les décembristes, et puis Pouchkine, et tout ça. Et ça, c'est lié avec le nom d'Alexandre Ier. Tu comprends? Et c'est la troisième fois où la Russie sauvait la France. Parce qu'elle a parlé de deux fois. Évidemment, bien sûr. Mais Alexandre Ier, il a évidemment, sauvé parce aussi. qu'il a interdit que les gens logent sur les choses. Il a avantagé la France. Il voulait effacer la France. Évidemment. Mais comme les Américains voulaient vraiment que la France n'existe pas. C'est ça, je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est les choses comme ça. D'où viennent les choses? Et en ce qui concerne Alexandre, j'ai quand même cette faiblesse, parce qu'on a parlé de l'âge d'or de Saint-Pétersbourg, de la civilisation de Saint-Pétersbourg. C'était lié objectivement, architecturellement, artistiquement, sur le plan des créations des musées, sur le plan aussi c'est lié avec Alexandre. En ce qui concerne Paul, tu comprends, c'est vrai que c'est un créateur parce qu'il a libéré les aristocrates ou les nobles au fait de la nécessité de faire le service pour l'État. Et ça, comme ils ont eu le loisir de s'occuper d'autres choses, ils ont créé des choses merveilleuses. Et finalement, la création de l'intelligentsia russe, de l'âge d'or, est liée avec la décision. Tu as raison avec Paul. Mais tu comprends, quand même, tu te souviens, le complot encore, qu'il n'y a que des complots. Le dernier complot, Palen, tu sais, quand il vient à Saint-Pétersbourg et Alexandre caché derrière une sorte de paravent, et l'autre, elle a dit, assez d'enfantillage, allez, régnez.
C'est la grande histoire. La grande histoire. Mais après, tout ça, c'est comment les guerres Napoléon, les rapports avec Napoléon, l'amour réciproque entre Napoléon et Alexandre. Il ne faut pas nier. Il y avait des choses bizarres. Il passait, je ne vais pas jusqu'à la modernité en pensant qu'il y avait une attirance réciproque physique, mais en tout cas, il adorait passer les nuits ensemble. C'est incontestable. Tilsit, quand tu reconstitues, Yalta, c'est rien par rapport à ça. Ça vaut la peine. Alexandre, ça vaut la peine. Et tu as raison aussi de mentionner Paul qui est quelqu'un de très important. Voilà. Alors, je peux apporter un autre. C'est Rasputin, en fait. Rasputin. Alors, c'est un des livres de Vladimir. Et moi, j'ai une histoire à raconter sur l'aspect prophétique de Rasputin. Vas-y, moi, je suis un que c'est mon copain. C'est un adorateur de Rasputin. Je lui parle chaque nuit. Et alors, voilà, mes sources. C'est, vous savez que il y avait Marina, en fait, de la famille Romanov, qui a épousé le fils du dernier premier ministre du Tsar, qui s'appelait Galitzine, qui est morte à Toulon en 1984 ou 1985. Il se trouve que j'ai un ami à Toulon qui était un grand ami de cette Marina, donc qui était la fille de la femme qui était princesse du Monténégro, la fille du roi du Monténégro, en fait, qui avait introduit Rasputin à la cour du Tsar. Et mon copain, donc, qui est là-bas, qui s'appelle Philippe Koutsev, je vous donnerai les coordonnées, qui lui a demandé. Et alors Rasputin, qu'elle connaissait bien, donc, est-ce que vous diriez que ce qu'on lui prête comme talent et de guérisseur et de prophète, vous le confirmez? Elle dit, écoutez, au niveau guérisseur, ça c'est incontestable, puisque c'est grâce à ça qu'il a eu l'influence à la cour, puisqu'il arrivait à arrêter les saignements du tsarevitch. Pour ce qui est de la prophétie, dit-elle, ben c'est beaucoup moins sûr. Et là, elle est témoin direct. Quand Stolypin a été assassiné à Kiev, dont on parlait, eh bien, le tsar, Rasputin y était incognito dans le voyage à Kiev. Tout à fait. Et le tsar lui a demandé est-ce qu'il survivra. Stolypin a été blessé au début. Et le tsar a demandé à Rasputin est-ce qu'il survivra, est-ce que je peux continuer mon voyage ou est-ce qu'il faut qu'on reste là? Et Rasputin s'est totalement trompé, il lui a dit vous inquiétez pas, il survivra, on peut y aller. C'est vrai, mais je voudrais te dire, mais en revanche, quand il arrive à Kiev, il est incognito et je vois la mort qui suit sur, le cortège de Rasputin. Ça, incontestable, c'est-à-dire il sentait que la mort le suit. Et ça, c'est les choses comme ça. Vous savez, il ne faut pas penser, moi je connais, j'ai fait il y a beaucoup d'années un livre qui s'appelait Département du diable. Je connais ces gens-là qui ont des dons extraordinaires. Il ne faut pas penser que c'est automatique, c'est des flashs. Bien sûr. Mais quand même, cette lettre qui me bluffe, vous comprenez, parce que Stolypin, il était Rasputin, il était le seul qui a posé d'une manière très claire, le problème diplomatique russe. Et ça, c'est quand même... Si le tsar l'écoute, le 1er août 1914, je vous signale, on aurait pu éviter la Russie, parce que c'est le hasard. Vous comprenez, tout est le hasard. Vous savez que c'est comme en France. Il suffit qu'on n'introduise pas la taxe. Il n'y a pas de budget légende, il ne faut pas penser. Mais quand, en revanche, vous savez, le gin sort de la bouteille, c'est très difficile de le rentrer, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut être très lucide et pointu dans l'analyse. On vous laisse les 5 minutes qui restent de questions. Gérard, s'il y a des questions à poser, s'il vous plaît. Bien.
bien, nous avons été très clairs. Dommage pour nous. Nous avons été très clairs. Dommage. C'est magnifique. Pour nous. Pas de questions. Pas de demande. Oh, Sur tous quel dommage pour nous. Vous retrouverez bien évidemment M. Vladimir Fedorovski aux tables de dédicace. Absolument. Pour bien sûr. ces différents livres, puisqu'il y a tous les sujets. Absolument. Et donc sur Saint-Pétersbourg, bien évidemment. Ah non, il y a une question. Oui, mais excusez-moi, mais c'est pas du tout sur Saint-Pétersbourg. Est-ce que je peux la poser? Sur TV, 42 livres alors. sur TV France, puisque vous avez l'air très renseigné. RT France. Vous savez, si vous connaissez mon histoire, je vais vous dire ma position. En fait, je le dis pour la presse et quand les gens me demandent ça. Vous comprenez la réalité que la liberté de la presse est indivisible. Et si on peut diaboliser RT France, on peut diaboliser Poutine, on peut tout ce qu'on veut, ça c'est pas un problème. Dire que c'est un instrument de la propagande, etc., tout ça c'est une certaine logique. Mais mon problème, c'est que j'étais créateur modestement avec mon ami Alexandre Yakovlev de glasnost, de la liberté de la presse là-bas. Et je dis, faites attention. La liberté de la presse est indivisible. Et il ne faut pas penser qu'un argument, contre-argument, c'est nécessairement le diable. Il ne faut pas diaboliser ces gens-là. C'est ça ma position. Je peux être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que la liberté, où je suis formel, la liberté de la presse est indivisible. Mais attendez, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Tadei qui parle à RT? Alexandre Adler qui parle à RT? Pourquoi il ne peut pas parler? Vous comprenez? Vous savez, si on fait... Et puis je suis professionnel de médias. Je tiens à vous dire que plus on avance, plus la dictature de politiquement correct nous écrase. Alors vous comprenez, voilà ma position à peu près en gros. Alors je dis, faites attention. Trump, ce n'est pas nécessairement l'agent de Poutine. Comme vous n'êtes pas sur CNN, vous pourrez revenir. Je vous en prie, cher ami. Vous parliez d'Alexandre Ier. On dit qu'il aurait terminé sa vie comme moine, sous le nom de Kouzmich. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Tolstoï était persuadé que c'est ça. J'ai trouvé le tombeau de cet ermite, j'ai fait ADN, et ADN, j'ai la preuve que ADN prouve que c'est Romanov qui est enterré là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est Alexandre, mais c'est un Romanov qui est enterré là-bas. Vous comprenez? Et ça, c'est le reste. Mais le fait qu'il est ermite, c'est tellement bien pour vendre mes livres que je considère que c'est comme ça. Parce que moi, j'ai lu quelque part que, soi-disant, que Nicolas II, quand il allait en Sibérie, il déposait une couronne sur la tombe du moine Kouzmich. Bien sûr. Mais alors vous savez, j'ai fait, il y a 17 ans à peu près, j'ai demandé, quand il y avait une pagaille en Russie, j'ai trouvé le tombeau d'ermite et on m'a fait l'analyse ADN. Et s'il y a la preuve que c'est un Romanov, mais je n'ai pas de preuve que c'est Alexandre. Voilà, il y a une certaine ambiguïté. Soi-disant qu'en 1926, Staline, intrigué par les questions qui circulaient, a fait ouvrir la tombe d'Alexandre Ier, elle était vide. Il y aurait eu l'aide de camp, de toutes les façons. Oui, bien sûr. Non, ça il y a beaucoup de légendes autour de ça. Et Staline, qui se prenait pour un héritier des tsars, comme vous le savez bien, comme d'ailleurs Poutine, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils sont dans cette filière de connaître la vraie histoire de Romanov, qui est extraordinaire quand même. Voilà. Merci. D'autres questions, d'autres demandes? Je vous en prie, madame. Non, madame, prenez le micro, on ne vous entend pas. Vous parliez d'un espion célèbre qui avait intercepté la lettre pour mettre De Gaulle au pouvoir. S'agit-il de Krivitsky ou était-ce un autre? Non, il s'agit d'Ivan Agayants, qui est un jeune Arménien au début de 27 ans. Quand il a connu De Gaulle, il a eu 27 ans.
Et après, c'est une histoire, parce qu'on me demande de faire un jour un film, parce que c'est un des grands espions du XXe siècle. Il travaillait, il parlait toutes les langues, il parlait persan, il travaillait. Il a prévenu l'attentat contre Churchill, Staline et Roosevelt à Téhéran. Il était résident des services secrets russes à Téhéran et Staline, lui a demandé, tu as connu De Gaulle? J'ai des indices contradictoires. Les Américains disent que c'est un dictateur, les Anglais sont très ambigus. Qu'est-ce que ça vaut? Et vous savez, dans ce genre de rapport, il y a une influence réciproque. Et je pense qu'Agayans, qui était un grand analyste, il a influencé De Gaulle, mais De Gaulle a influencé Agayans. Mais il fallait ce qui m'a plu, parce que je raconte dans le livre des manipulations, positives ou négatives. Et c'est un exemple de manipulation positive, parce que, vous savez, moi j'ai lu, c'est pas déclassifié, mais à un moment donné, il y avait un court moment quand vous pouvez avoir l'accès après le putsch à ce télégramme. C'est un télégramme qu'il a envoyé à De Gaulle en 1943 à Staline. C'est un télégramme qui est très pointu et qui structure absolument la Renaissance française. En fait, il faut calmer les communistes, il faut toutes les choses très pointues, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui m'a bluffé, qu'il a su en quelque sorte manipuler Staline. Parce qu'il savait que Staline était très attaché à sa mère, et il a dit, voilà ce l'autre a écrit, De Gaulle a écrit à sa mère. Et Staline, elle était bluffée. Et j'ai vu le jour même, il faut accueillir De Gaulle, il faut qu'il vienne, on va conclure le pacte. La phrase exacte, c'était l'alliance entre la France combattante et la Russie combattante. C'est les choses comme ça. Et les gens qui sont dans les traditions gaullistes de différents bords, moi je vous ai dit, hier j'ai parlé avec le fils de Pompidou, mais j'ai parlé de ça avec Mitterrand, parce qu'il était aussi, ils sont conscients de l'importance de cette alliance que, pour être franc, vous savez, les gens aujourd'hui ressentent très peu, parce que la dictature de politiquement correct concerne aussi la diplomatie. Et je dois vous dire que ça, c'est très grave. L'autre jour, j'ai vu Kissinger. Je lui ai demandé, maître, est-ce que c'est comme la guerre froide? Il m'a regardé. La guerre froide, monsieur, vous rigolez? On était des gens sérieux. Le grand Kissinger, il a dit, nous n'étions pas comme les guignols d'aujourd'hui. Il faut écouter les sages. Parlez avec Védrine, parlez avec toutes ces choses. On vit l'époque hyper dangereuse. Dumas aussi, bien sûr, tu as raison. Tu as raison, toutes ces choses. Védrine, surtout Védrine, qui est quelqu'un de très pointu. Parce que, vous savez, on est en train de détruire tout le système de contrôle des armements que j'ai modestement construit au temps de Gorbatchev. Ça va dans tous les sens et on n'arrive pas plus à calculer. Le drame de la situation aujourd'hui, parce que pourquoi Kissinger a raison? Il y avait des règles pendant la guerre froide. Il y avait le système des accords et des fusibles. Tout ça, ça a sauté. Vous ne pouvez rien prévoir. Moi, je peux vous prouver qu'il y a 5 politiques aujourd'hui américaines. 5. Il y a la politique de la CIA et la politique du Congrès qui est différente. Au sein de l'administration de Trump, il y en a 5. Et vous savez, face à ça, pourquoi je s'étais touché à parler de Saint-Pétersbourg? Je vais te dire, le problème que face à ça, nous avons une seule possibilité, c'est de jouer l'affinité entre la civilisation. Et on peut, pour les égéries ici présentes, aussi l'affinité sentimentale, qui est très importante. Voilà, il faut qu'on termine, voilà. Merci beaucoup. On termine, donc Vladimir Fedorovski est visible à la table des dédicaces. Merci à lui, désolé pour ce petit contretemps, mais bon, il y a des contingences extérieures. La vie est difficile.